Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la première guerre d'Algérie. La presse de l'époque l'a raconté. Des politiques illustres l'ont dénoncé. Les auteurs s'en sont parfois enorgueillis. Oui, la colonisation française de l'Algérie a été une guerre d'extermination. Le mot peut vous paraître fort, mais il a été maintes fois officiellement prononcé et assumé. À partir de 1830, et pendant une vingtaine d'années, les militaires français envoyés de l'autre côté de la Méditerranée ont expulsé, exproprié, assujetti, massacré les Algériens, 500 000 environ, au nom d'une mission civilisatrice. Pousse-toi de là que je m'y mette. Une mainmise sanglante et publique, au sens où personne en métropole ne l'ignorait. Près de 2 siècles plus tard, le rideau de l'oubli est tombé sur cette guerre, tout comme celui du déni. Mais occulter ce moment sombre ne l'efface pas de notre histoire, il en fait partie. Et le rappeler déclenche aujourd'hui des cris d'orfraie parmi tous ceux qui veulent réécrire un récit pourtant factuel, étayé, ainsi que les historiens l'ont démontré. Notre invité aujourd'hui, Alain Ruscio, historien justement, spécialiste du fait colonial, auteur du livre La Première Guerre d'Algérie, paru l'an dernier aux éditions de la Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À quoi pense-t-il en quittant son domicile parisien du 82 rue de l'Université, puis en remontant rues et boulevards vers le palais du Luxembourg où siège la Chambre? Son discours est prêt, mais ne va-t-on pas, après son prononcé, lui reprocher ses contradictions, ou ironiser sur ce poète romantique qui se pique de haute politique? 26 ans plus tôt, il recevait de fulgurants honneurs pour ses méditations poétiques et pour ses vers qui s'affaient toucher le cœur. Ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. 12 ans plus tôt, déjà député, il plaidait devant ses pairs la colonisation de l'Algérie. Dans ma conviction, disait-il, de grandes colonisations entrent indispensablement dans le système politique que l'époque assigne à la France. Remettre les rivages et les villes de l'Afrique à des princes arabes, ce serait confier la civilisation à la barbarie. Cet homme, c'est Lamartine. En ce 10 juin 1846, le poète en remet une couche. Voulez-vous, mes chers collègues, la définition de la guerre de razzia par celui-là même qui l'a inventée? Une razzia est, selon cet écrivain militaire, une éruption soudaine ayant pour objet de surprendre les tribus pour tuer des hommes et enlever les femmes innocentes et des enfants. L'enlèvement de nourrissons par des cavaliers qui ont tué des pères et enlevé des mères. Je le demande à votre bon sens. Un tel système de guerre n'est-il pas un honteux et fatal système d'extermination? J'entends un de mes honorables collègues qui me dit « La guerre est la guerre ». En effet, la guerre est la guerre. Mais d'abord, dans la guerre, il faut que la cause soit juste et digne de compenser, par sa grandeur, les flots de sang et les débordements de malheur qu'elle occasionne à l'humanité. Le journal populaire salue le discours de Lamartine, le jugeant aussi remarquable par le courage que par les sentiments d'humanité qu'il nous dictait. La Gazette de Lyon remarque, elle, que les propos ont été très mal accueillis et note que des députés accusent son auteur de vouloir affaiblir la France. Mais que l'on juge cette guerre en Algérie nécessaire à la grandeur de la France et à l'expansion de son empire, ou qu'on la dénonce comme une indignité morale, personne ne l'ignore. La conquête militaire de l'Algérie est un massacre. Et l'origine, ainsi qu'on l'a longtemps raconté aux écoliers français, est un coup d'éventail, figurez-vous. Au 19e siècle, en effet, un dessin illustre la couverture des manuels scolaires. On y voit, barbe fournie, regard haineux, couteau passé dans la ceinture, le D, le régent d'Alger, jeter un éventail à la figure de l'ambassadeur français. C'est ainsi que tout aurait commencé. Sauf que rien n'est plus faux. Mais c'est ce qu'on enseigne aux enfants. La France conquiert l'Algérie à cause d'un affront diplomatique. La vérité est bien plus prosaïque. La France ne voulait pas honorer une vieille dette de plusieurs millions de francs. Mais la version de l'éventail, bien sûr, est plus glorieuse. Et en conséquence, le 14 juin 1830, le premier soldat français débarque à Sidi-Férouche, à l'ouest d'Alger. Un officier français, Louis-Joseph Réveillé de Beauregard, raconte. À 3 heures du matin, la première division militaire se rend en ordre sur la plage dans des bateaux plats. Le débarquement s'opère avec une promptitude étonnante. Le 14e régiment est le premier à mettre pied à terre. Les morts font une canonnade très vive, mais ils sont bientôt cernés et culbutés de toutes parts. À 11 heures, le feu d'artillerie a cessé, mais il s'engage une fusillade très vive dans les bois et les sentiers voisins du débarquement. À midi, nos troupes couronnent les hauteurs les plus voisines du rivage. Cependant, elles sont obligées de marcher en avant et en colonne serrée pour résister au choc de la cavalerie mort. Plusieurs combats s'engagent partiellement, mais partout, l'ennemi est repoussé. La résistance des Algériens est vite anéantie par les 35 000 soldats français. Le journal Le Spectateur note que la bourse est en hausse, du fait de ce qu'il nomme le redébarquement sur la côte d'Alger. La ville capitule le 5 juin 1830, les Français pillent et saccagent, et le drapeau blanc du roi Charles X flotte sur la ville. Mais pas pour très longtemps. À la fin de ce mois de juillet, le monarque français prend 3 mesures peu avisées. Il suspend la liberté de la presse et rétablit la censure. Il dissout la Chambre des députés à peine élus et exclut du corps électoral les petits commerçants au profit de gros propriétaires fonciers. Les ordonnances royales paraissent le 26 juillet, les Parisiens s'insurgent le 27 et Charles X est chassé le 30. Beau bilan, sens politique remarquable. Le lendemain, les députés insurgés demandent à Louis-Philippe de diriger le pays. Il devient roi des Français et non plus roi de France. Et c'est ainsi que débute la monarchie de juillet. De l'autre côté de la Méditerranée, à Alger, le drapeau tricolore remplace le trameau blanc. Dans la ville règne un calme relatif, et en dehors, la résistance s'organise. L'historienne Colette Zecnicki écrit « La démoralisation gagne du terrain au fil des semaines parmi les soldats désireux de rentrer en France, profondément dépaysés dans une ville qui leur paraît si étrange et si hostile.
Depuis le débarquement, 400 hommes sont morts au combat et 700 de maladie. Se pose alors la question, que faire de l'Algérie? Avec en sous-texte, peut-être. Mais que fait-on ici? Le 22 juillet 1834, au journal militaire officiel est publiée l'ordonnance du roi relative au commandement et à la haute administration des possessions françaises dans le nord de l'Afrique. Vous remarquerez le terme de possession. En quelques lignes, Louis-Philippe décide donc de posséder l'Algérie et d'en déposséder 4 millions d'Algériens, et d'exproprier de leurs terres un bon nombre d'entre eux pour la proposer à des Français choyés par l'État. Illustration avec ce décret. Article 5. Les colons seront transportés aux frais de l'État, depuis le lieu de leur résidence jusqu'à celui de leur destination. Chaque colon, homme ou femme, recevra par jour, pendant toute la durée du voyage, une ration de vivres. Article 7. Immédiatement après leur arrivée en Algérie, les colons cultivateurs ou ouvriers d'art seront provisoirement installés sous la tente ou dans des baraques préparées pour les recevoir. Article 8. Les colons cultivateurs, mariés ou célibataires, recevront gratuitement, premièrement, une habitation que l'État fera construire. Deuxièmement, un lot de terre dont la contenance variera de 2 à 10 hectares. Troisièmement, les semences, les instruments de culture et un cheptel en bestiaux indispensables à la mise en valeur des terres. Dans le journal Le Messager des Chambres, on peut lire ceci. Les populations locales ne pourront pas entrer en fusion avec celles de l'Europe. Leur refoulement paraît être pour la France le seul moyen d'occupation et de colonisation du pays. Il ne présente aucune difficulté sérieuse, tandis qu'il entraîne de grands, de prompts et de nombreux avantages commerciaux, agricoles et politiques. Sans complexe. Plus loin, ce même journal évoque une population indigène limitée par son apathie et ses mœurs anciennes et hostiles. Et tout cela est officiel, rien n'est caché, tout est revendiqué. Pour preuve, un siècle et demi plus tard, le cinéaste René Vauthier se documente pour son prochain film et tombe sur le bréviaire remis aux soldats envoyés sur place. Cela s'appelait « Aperçus historiques, statistiques et topographiques sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. En 1834, le ministre de la Guerre, Étienne Gérard, écrit « Il faut se résigner à refouler au loin ou à exterminer la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont les seuls moyens d'établir solidement notre domination. » L'un des gouverneurs d'Alger, le duc de Rovigo, est tout aussi explicite dans ses messages à la troupe « Des têtes, apportez-moi des têtes. Bouchez les conduites d'eau avec la tête d'un bédouin que vous rencontrerez. » Justement, ces bédouins, ces morts, ces barbares, qui sont-ils ? Ils ne forment pas encore une nation, mais une organisation politique existe bel et bien. À Alger siège en effet le Dey, que la presse française de l'époque appelle le régent. Et 3 provinces, Oran, Titri et Constantine, sont dirigées par des Dey. On trouve encore en dessous des structures administratives, des caïdas, puis des sheikhas. On trouve dans les villes des bourgeois, des marchands, dans les campagnes des propriétaires fonciers, des métayers ou des esclaves. N'en déplaise aux conquérants, c'est une société hiérarchisée, organisée, qu'ils s'apprêtent à détruire et à bouleverser. Comme dans toute occupation, il y a ceux qui collaborent, ceux qui s'accommodent et ceux qui résistent. L'histoire a retenu un nom, Abdelkader. Descendant, dit-on, de la famille du prophète Mahomet, né en 1808 dans la province de Mascara, et on le dit très vite très doué pour les études. Il voyage, très jeune, va à la Mecque, visite l'Égypte, avant de revenir dans son pays un an avant le débarquement français. À son retour, il se joint au combat de son père contre l'occupant. Et, à 24 ans, le voilà élu émir, chargé de mener une guerre sainte contre les mécréants. Il serait toutefois réducteur de ne voir dans l'engagement d'Abdelkader qu'une dimension religieuse. Non, le jeune homme se bat pour la patrie algérienne. Voici ce qu'écrit à son sujet le Journal de Paris, en 1835. Son extérieur est assez agréable, il est de taille moyenne, blanc de teint, d'une physionomie douce et d'une grande simplicité dans ses vêtements. Il se montre habile et ambitieux, et songe sans doute à réaliser la prédiction que des saints lui ont faite quand il alla visiter la tombe de Mahomet « Tu régneras un jour ». Jusqu'au moment de son élévation comme émir, Abdelkader vécut d'aumône et mena une vie purement contemplative, ce qui lui avait mérité le double titre de Taleb, savant, et de marabout, saint. En une année, Abdelkader s'impose surtout comme combattant, réussissant à unifier autour de lui des tribus jusque-là rivales. Le pouvoir français, qui ne tient vraiment qu'Alger et ses environs, se montre plutôt prudent avec lui. Et en février 1834, le général des Michel et l'émir signent un traité de paix et d'amitié qui prévoit des échanges de prisonniers et la cessation des hostilités. Le général présente à Paris un texte où les Arabes se soumettent. Mais en vérité, il existe un autre traité que l'officier tient à garder secret. Celui-là reconnaît la souveraineté d'Abdelkader sur la province d'Oran et la liberté d'acheter pour lui poudre, armes et tout ce qui concerne la guerre. Et bien un an plus tard, l'émir attaque une colonie française sur les rives d'un ouest du nord-ouest algérien. Au moins 500 soldats français sont tués. Et ainsi que l'écrit le consul anglais Charles Henry Churchill, les cris de joie des Arabes résonnaient. Et dans la nuit, on devinait quelque chose grossissant depuis le sol. Un empilement de centaines de têtes françaises en forme de pyramide. Comment raconter les années qui suivent ? Les gouverneurs français se succèdent. Des trêves avec l'émir Abdelkader alternent avec des combats. Des colons s'installent dans des régions d'où ils sont ensuite chassés.
La colonisation est chaotique, et l'œuvre de civilisation défendue par la France n'est rien d'autre qu'une occupation militaire et un vol des terres. Et pour que le tableau soit complet, en décembre 1840, un barbare de la pire espèce est nommé gouverneur général. Le maréchal Thomas Bugeaud, marquis de la Piconnerie, duc d'Illy, napoléonien pur et dur, surtout dur. Il est d'Austerlitz, mais pas de Waterloo, n'empêche qu'il combat pour l'empereur jusqu'à la fin. À la défaite de celui-ci, Bugeaud est chassé de l'armée, mais sa noblesse le fait député. Et l'Algérie le fait à nouveau chef de guerre. Sa doctrine est simple, la guerre totale. Il écrit: le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes, ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. Le message est reçu par le colonel Cavaignac, barbare adjoint. Le 11 juin 1844, des membres de la tribu des Chébas se réfugient dans les grottes de Boussa, dans le nord-ouest du pays. Voici ce qu'écrit François de Canrobert, l'un des officiers présents. J'étais avec mon bataillon dans une colonne commandée par Cavaignac. Les SBA venaient d'assassiner des colons et des caïds nommés par les Français. Nous allions les châtier. Après 2 jours de course folle à leur poursuite, nous arrivons devant une énorme falaise à pic. Dans la falaise est une excavation profonde formant une grotte. Les Arabes y sont. On pétarada l'entrée de la grotte et on y accumula des fagots de broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Leurs compagnons, les femmes et les enfants étaient morts. Telle fut la première affaire des grottes. On en parle à guerre parce que le colonel Cavaignac, avec sa prudence ordinaire, ne s'était pas étendu sur le nombre des Arabes morts lors de l'enfumade. Enfumade, drôle de mot qui ne désigne rien d'autre et en la circonstance qu'un massacre, une extermination programmée. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la première guerre d'Algérie. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. En 1845, voilà 4 ans que Bugeaud a les pleins pouvoirs en Algérie. Il a convaincu le gouvernement que pour soumettre le pays, il fallait en terminer avec les atermoiements et les demi-mesures. Il est l'apôtre de ce qu'il appelle l'occupation totale. Ça ne veut pas dire qu'il est convaincu par la colonisation sur le fond. Mais puisqu'il a été placé là dans ce but, autant y aller à fond le plus brutalement possible. Disons que le barbare français tue utile. Son armée atteint 100 000 hommes. Il les débarrasse de tout ce qui est équipement lourd et vivre. Ces soldats doivent avancer légers, se servir dans les récoltes et les biens des Algériens avant de mettre le feu à tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Le 11 juin de cette année 1845, au petit matin, une colonne française quitte Orléansville, qui s'appelle Schleff aujourd'hui, à mi-chemin entre Alger et Oran. À la tête des 2254 hommes qui la composent, le colonel Pélissier, dont la mission est de faire plier la tribu des Boulets de Ria. Dans sa poche, un message du massacreur en chef, le général Bugeaud, qui lui dit « Si ces gredins se retirent dans leur caverne, imitez Cavaignac, fumez-les à outrance comme des renards. » Les Boulets de Ria se sont effectivement réfugiés dans les grottes du Dahra. Les descriptions d'époque font état d'une galerie profonde, longue de 180 mètres, tortueuse, de hauteur inégale et d'animaux variables. Il y a là des femmes, des enfants, des hommes, du bétail, des vivres et des munitions. Le 18 juin au soir, Pélissier fait jeter des fagots enflammés dans les grottes régulièrement jusqu'à 3 heures du matin. Et au petit jour, un officier espagnol venu observer les opérations françaises s'approche de la cavité. Il raconte. À l'entrée se trouvaient des animaux morts enveloppés de couvertures de laine qui brûlaient encore. De là, nous pénétrâmes dans une grande cavité de 30 pas environ. Et rien ne pourrait donner une idée de l'horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû endurer, et le sang leur sortait par la bouche. Mais ce qui causait le plus d'horreur, c'était de voir des nourrissons gisant au milieu des os de moutons, des débris de sacs de fèves.
Le nombre de cadavres s'élevait de 800 à 1000. Et puis nous avons abandonné la place aux corbeaux et aux vautours qui volaient autour de la grotte. Nous les voyions emporter d'énormes débris humains. Le 22 juin, Pélissier s'en rapport à Bugeaud. C'est une opération que l'on entreprend quand on y est forcé, mais que l'on prie Dieu de n'avoir jamais recommencé. Tout de même. Mais plus loin, l'officier insiste sur l'obstination des Algériens. C'est un peu leur faute. Quant à la forte et imprévue propagation d'incendie, ça c'est la faute au courant d'air. Pélissier termine son compte rendu en ajoutant que cela aurait été folie que d'attaquer de vive force, que 200 hommes y auraient succombé avant de faire grand mal à l'ennemi. Alors Bugeaud écrit laconiquement à Paris. Le colonel Pélissier a dû employer tous les moyens en son pouvoir pour faire capituler les Ouledria. J'ai mieux de croire que d'ici un peu de jours, tout sera terminé dans la région. Quelques jours plus tard, Latilla France et Bugeaud transmet le rapport Pélissier au ministre de la Guerre. Dans sa réponse à Alger, le maréchal Soult laisse apparaître sa crainte que l'affaire ne devienne publique et l'assortit de l'avertissement suivant. De pareils moyens ne sont-ils pas plus dangereux qu'utiles ? On obtient sans doute ainsi des soumissions, mais ne sème-t-on point des vengeances ? Rapidement, la presse a le vent de ce qui alors baptisait l'affaire des Gordis d'Arras et trouve globalement des excuses à Pélissier. Ainsi, le sémaphore de Marseille évoque-t-il seulement la rigueur excessive de l'officier après avoir employé toutes les voies conciliatrices que l'humanité peut suggérer. Le 11 juillet tout de même, un pair de France interpelle le ministre de la Guerre à la Chambre. Cet homme a un titre, prince de la Moscova, et un nom illustre, Ney. Son père était le maréchal Ney, fusillé pour avoir été un napoléonien fidèle et convaincu. À la tribune, le fils Ney s'emporte contre un meurtre consommé avec préméditation sur des Arabes réfugiés sans défense, je le cite. La séance est racontée par le journal Le Commerce. Ce fait d'une cruauté sans exemple dans nos annales militaires a été dénoncé par le prince de la Moscova. Il appartenait au fils de Ney de se constituer l'interprète de l'indignation publique devant un acte qui subsisterait à la bravoure généreuse des nations civilisées, la ruse atroce des hordes sauvages. Le ministre de la Guerre s'est hâté de déclarer que le fait n'est rien moins qu'avéré, que les rapports sont contradictoires et que s'il venait à être confirmé, le gouvernement ne manquerait pas de le désapprouver. Ce mot a paru trop faible à M. de Montalembert qui demanda à la Chambre une déclaration reflétant un sentiment unanime d'horreur. Après l'incident amené par l'interpellation du prince de la Moscova, la Chambre a repris la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon. À son retour de la Chambre, Soult, le ministre de la Guerre, écrit à Bugeaud. « Je n'ai pu justifier ce qui me semble en effet bien difficile à justifier. Il est nécessaire que vous m'adressiez le plus tôt possible un rapport nouveau dans lequel il faudrait faire ressortir tout ce qui peut excuser de telles rigueurs. » Bugeaud répond aussitôt. Fallait-il que Pélissier attaque de vive force ? Il aurait perdu beaucoup de monde et n'aurait pas enlevé les cavernes. La guerre et la politique veulent que l'on emploie tous les moyens, quelque énergiques qu'ils soient. Les guerres prolongées par des moyens peu vigoureux sont celles qui ruinent les nations. Si l'on résume toute cette séquence, sous des dehors un peu rudes, Pélissier est un homme de cœur qui a été obligé, presque malgré lui, de tuer par le feu et l'asphyxie la tribu des Ouledria. Bugeaud ne peut que soutenir son subordonné, qui a voulu économiser des vies françaises. Et ceux qui protestent ne sont, je cite, que de philanthropes humanitaires. Ce qui n'est pas dans son esprit un compliment, on l'aura compris. Quelques jours plus tard, sur ordre de Bugeaud, Pélissier passe de colonel à général. Le 6 août, le colonel de Saint-Arnaud quitte Orléansville pour s'attaquer une nouvelle fois à la tribu des Cheba, celle-là même que Cavaignac fit enfumer un an avant. Saint-Arnaud est en Algérie depuis 8 ans maintenant. Dans des lettres adressées à son frère, il se dit fatigué d'Afrique. « J'aimerais mieux mourir ailleurs que vivre ici », écrit-il. Le 8 août 1845, il arrive devant les cavernes où sont réfugiés 500 Chebas. Le 8, je pousse une reconnaissance sur les grottes. Nous sommes reçus à coups de fusil. Le 9, commencement des travaux de siège, blocus, mine, sommation, prière de se rendre. Réponse, injure et blasphème. 10 et 11, même répétition. Le 12, je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne d'autre que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal Bugeaud. Simplement. Sans poésie terrible, ni image. Saint-Arnaud termine sa lettre par cette phrase « Ma conscience ne me reproche rien, j'ai fait mon devoir de chef et demain, je recommencerai. » Couverts par Bugeaud, Cavaignac, Pélissier, Saint-Arnaud et d'autres ont beau procéder aux pires exactions, les Algériens continuent de se battre. Mais la terreur que veulent imposer les Français exacerbe le ressentiment de la population. Alors, les Algériens poursuivent la guérilla. Les colonnes françaises sont harcelées, usées par des attaques éclairs. Puis les assaillants, connaissant mieux le terrain que les Français, disparaissent rapidement pour mieux ressurgir plus tard. Fin septembre 1845, la cavalerie d'Abdelkader écrase le détachement du colonel de Montagnac. Sur les 540 soldats français, 400 meurent, plus d'une centaine sont faits prisonniers, seule une dizaine survivent. Montagnac est tué. Lui aussi appartenait à cette caste d'officiers brutaux, cruels, persuadés d'être le civilisé qui bat les barbares. Ainsi, dans une correspondance de 1843, il expose sa doctrine à un ami. Il faut tuer tous les hommes jusqu'à 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. C'est tout à fait cynique, mais la cruauté française de la conquête de l'Algérie a une cohérence. Les massacres ne sont pas des événements isolés, des dérapages que l'on pourrait simplement déplorer, regretter ou désapprouver, comme le disait le maréchal Soult. Les enfumades et les tueries font partie d'un système et d'un plan.
Presque tous les militaires n'adhèrent pas aux horreurs de Bugeaud et de ses sicaires en uniforme. Certains se posent des questions. Le commandant Corobert, notamment. Il était officier de Cavaignac lors de la première enfumade. Un an plus tard, il écrit « Acteur ou spectateur forcé dans un grand nombre de drames, je n'ai que trop appris à reconnaître les désastreux effets de ce terrible et barbare moyen. J'ai dû souvent gémir devant la démoralisation profonde qu'il jette dans le cœur du soldat qui vole, qui viole, qui égorge. » D'ailleurs, qui sont-ils, ces soldats français? Dans son rapport, Travail sur l'Algérie, écrit en 1841, le philosophe et homme politique Alcide de Tocqueville écrit Sortant de leur village de France, l'aspect étrange et terrible de cette guerre frappe aisément leur imagination, peu aguerrie, et ils deviennent les proies de la nostalgie et des maladies dont le climat les menace. Ce sont eux, en général, qui, dans des longues marches, tombent dans le délire et se suicident de crainte de ne pouvoir suivre les colonnes. Dans la première année de service, tout ce qui est faible, malingre, tombe malade et meurt. Quant à l'officier, il prend l'usage d'un commandement dur, violent, arbitraire et grossier. Sous le point de vue militaire, j'admire ces hommes, mais je confesse qu'ils me font peur, et que je me demande ce que nous ferions d'un grand nombre d'hommes semblables s'ils rentraient parmi nous. S'il se penche sur le moral des Français, Tocqueville n'est pas pour autant un opposant à la colonisation, au contraire. Dans ce même rapport, il justifie les razzias. Mais il souligne un fait. La troupe est composée de pauvres jeunes hommes, dépassés par les atrocités qu'on leur commande de commettre, exténués par le climat, les marches sous le soleil, affaiblis par le manque d'hygiène, déphasés dans un pays et un environnement qu'ils ne connaissent pas. Un peu à l'image des colons que la France établit en Algérie, ce sont des pauvres que la misère dans l'Hexagone jette dans un pays qui leur est hostile, et qui se révèlent tout aussi dénués d'espoir que leur terre d'origine. En 40 ans de conquête, 100 000 soldats français sont morts en Algérie, selon l'historien Alain Ruscio. Dans une interview, il détaille. Ces pertes sont dues au fait que le commandement avait un profond mépris pour la troupe. Celle-ci vivait dans des conditions sanitaires déplorables. Beaucoup sont morts de fièvre, d'épuisement. Certains ont été abandonnés et tués, parfois cruellement, par les Algériens qui, en réponse aux razzias, faisaient rarement quartier. Évidemment, les pertes au combat de l'armée d'Afrique ou les maladies qui laissent sans force ne sont jamais évoquées par la propagande française. En revanche, les exactions ont leur place dans les illustrés. Ainsi, ce dessin, qui montre de façon presque naïve une séance de décapitation. Au centre de l'image, un Algérien maintenu par 2 soldats pour qu'un troisième puisse facilement lui trancher la gorge. À droite, un corps déjà mutilé. À gauche, un autre Algérien attend son tour. Dernier détail, un officier en épaulette, assis sous un arbre, regarde la scène en fumant. La France écrit donc son récit colonial, célébrant une épopée sanglante qui ne provoque que de rares réactions. Alors que tout est sous les yeux de l'opinion, oui, des militaires écrivent sans honte les horreurs qu'ils commandent. Les journaux publient des comptes rendus détaillés, des livres à raconter insoutenables. Comme ici, à la page 507 du livre La guerre et le gouvernement de l'Algérie, écrit par Louis de Baudécourt. Les Zouaves, dans l'enivrement de leur victoire, se précipitaient avec fureur sur les malheureuses victimes qui n'avaient pu fuir. Ici, un soldat amputait en plaisantant le sein d'une pauvre femme qui demandait comme une grâce d'être achevée. Là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre la muraille. Ailleurs, c'était d'autres scènes qu'un être dégradé peut seul comprendre et qu'une bouche honnête ne peut raconter. Il est très fâcheux que nos officiers ne soient pas plus maîtres de leur troupe d'élite qu'un chasseur d'une meute de chiens quand elle arrive sur sa proie. Quand l'émir Abdelkader est défait à la fin de l'année 1847, les journaux écrivent qu'il a courbé son front en expiation ou qu'il a fait sa soumission. La première guerre d'Algérie a tué, c'est une estimation, 500 000 personnes, soit plus de 10% de la population. Et même s'ils ont été poussés par les politiques, le bal des assassins se porte bien. Un buste de Cavaignac, le premier officier à avoir ordonné une enfumade, est toujours visible au Palais Bourbon. Une caserne de Rouen a longtemps porté le nom de quartier Pélissier. Il y a une avenue Saint-Arnaud à Arcachon. Il y a une rue Canrobert à Mourmelon. Et Bugeaud a longtemps eu droit aux hommages de la nation, comme ici en juin 1949. Peut-être comme en souvenir des enfants et des mères que dans sa sale guerre, il a massacré et pour tout ce sang par son sabre versé. À Alger, monsieur le ministre Legelaine, gouverneur général de l'Algérie, a célébré le centenaire de la mort du maréchal Bugeaud en allant déposer une gerbe au pied du monument perpétuant la mémoire du grand soldat qui sut être aussi, avec un bonheur égal, un grand administrateur. Il y a une avenue Bugeaud à Paris jusqu'à l'an dernier, mais il reste des rues Bugeaud à Périgueux, Lyon et Marseille. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la première guerre d'Algérie il y a 2 siècles, ou presque. On en parle avec vous, Alain Ruscio, bonjour. Oui, bonjour. Cet historien spécialiste du fait colonial, auteur de nombreux ouvrages de référence, dont le dernier paru en octobre dernier, et la première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance. Alors vous avez donné il y a un an une interview à Retro News, notre partenaire, qui était titrée Première guerre d'Algérie, histoire d'une petite apocalypse. Je voudrais revenir sur le mot apocalypse. Oui, toutes les descriptions que vous avez faites, bien sûr basées sur une documentation que j'avais moi-même recueillie au fur et à mesure de mes travaux, toute cette démonstration montre qu'il n'y a guère d'autre mot qu'apocalypse. Pour le peuple algérien, ça a été effectivement un ouragan qui s'est abattu sur cette société algérienne qui n'était certes pas dépourvue de moyens de résistance. Donc effectivement, c'était une apocalypse qui a évidemment entraîné cette résistance. Mais avant que la résistance s'organise concrètement et qu'elle puisse, évidemment non vaincre l'armée française, il n'en a jamais été question, en tout cas de pouvoir lui poser des barrières, avant cela, l'apocalypse a été pour les peuples et pour les bâtiments et pour les villes. Le cœur de la ville d'Alger a été transformé en une sorte d'immense amas de ruines dès les premières semaines de la présence française, donc en juillet 1830. La destruction des mosquées, qui est une chose
chose que je référence dans mon livre également. Tout ça a fait que cette société a été en état de sidération. Par la suite, bien sûr, elle s'est appliquée à réagir et donc à mener cette guerre qui avait évidemment aucune ambition de refouler les Français, mais qui montrait à ces Français que le peuple algérien existait. Certains disent la nation algérienne existait. En tout cas, l'importance même, la vivacité même de cette résistance montre qu'incontestablement, il y avait les ingrédients de la formation d'une nation dès ce moment-là. Alors à l'époque, que la France accapare d'un pays ne choque pas grand monde dans la classe politique et intellectuelle. On l'a vu notamment avec Lamartine. Alors Lamartine, c'est un excellent exemple. D'abord parce que ça parle à tout le monde. Et on pense plutôt au lac qu'à l'Algérie quand on pense à Lamartine. Mais Lamartine, c'est un excellent exemple parce qu'il a été un théoricien, un des premiers théoriciens de la colonisation, au sens de véritablement colonisation, donc premièrement conquête, deuxièmement colonisation des terres. Donc au nom de la grandeur de la France, au nom de la supériorité de notre civilisation, etc. Et il en était un théoricien et il n'en a jamais démordu. Mais en même temps, il était un humaniste et il a été effrayé parce qu'il avait, j'en dirai un mot d'ailleurs sur les sources de l'information, il était effrayé parce qu'il a appris progressivement. Et l'une de mes découvertes, moi, dans la presse de la monarchie de Juillet, on trouve toutes les informations que vous avez décrites ici, parce que la presse disait des choses. Contrairement, si on doit faire un parallèle avec la presse de la 4e et de la 5e République, à ma grande surprise, moi, j'ai constaté que les exactions de l'armée française étaient citées, soit sous forme... soutenues quand même. Alors voilà, soit sous forme de dénonciation, soit sous forme de glorification. C'est plutôt ça, non? Non, il y avait les deux. Pour les enfumades, par exemple, il y avait ouvertement une dénonciation. Ne jamais oublier que ce sont les politiques qui donnaient les ordres. Ne jamais oublier que c'est la monarchie de Juillet qui a donné toutes les consignes, qui a donné toutes les armes, qui a donné tous les moyens. Et par exemple, le parrain en politique, par exemple, de Bugeaud, c'était Monsieur Thiers, Adolphe Thiers. Sous la monarchie de Juillet, il était déjà un homme. Il a été président du Conseil, il a été ministre plusieurs fois. Il était en quelque sorte l'homme qui a tenu la main à Bugeaud pour l'emmener, pour lui proposer finalement d'aller en Algérie. Donc, ne jamais oublier. Vous savez, la seconde guerre d'Algérie, il y a le même genre de phénomène. Massu, c'est l'homme de la bataille d'Alger, mais c'est l'État français qui donnait les ordres. Même chose pour Nivelle. Oui, bien sûr. Par la première guerre, qui envoyait vraiment les hommes à la mort. Il était sous la pression des politiques, j'entends bien. Mais il y a quand même aussi la dimension opérationnelle sur le terrain. Il prend aussi des décisions, les militaires. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que certains officiers ont refusé. Mais pendant la première guerre d'Algérie, il n'y en a pas eu beaucoup, je dois le dire. Bon, la seconde guerre d'Algérie, on pense évidemment à Bollardière. Tous ces gens-là avaient la sensation qu'ils avaient le droit pour eux. Ça paraît absolument époustouflant aujourd'hui de se dire comment pouvait-on tuer des civils, parce que les 500 000 morts, avec les difficultés, bien sûr, de tout recensement et de toute étude démographique de l'époque, mais mon livre est paru depuis 1 an et demi maintenant, personne n'a contesté ce chiffre. Ces 500 000 morts, c'était essentiellement des civils. Il y avait les cavaliers d'Abdelkader ou du Béhamed qui mouraient au combat parce qu'ils avaient en face d'eux une force mécanique supérieure, mais par contre, les morts par la famine, lorsque une équipe un groupe de colons arrivait dans un village et accaparait les terres, les légitimes propriétaires précédemment, c'est-à-dire les fellahs, les paysans algériens, soit se transformaient en ouvriers agricoles payés dans les conditions qu'on peut imaginer, soit partaient vers le sud et mouraient de faim. Après les razzias et les maladies, le choléra était inconnu en terre algérienne, en terre africaine en général, avant la colonisation. Je ne dis pas que le choléra a été volontairement importé par des colons, mais en tout cas, c'est comme ça que les conséquences démographiques ont été absolument épouvantables. Alors, il y a une dimension civilisationnelle, voire religieuse, après tout. Les Algériens sont musulmans, les envahisseurs, les colons sont chrétiens, surtout catholiques. Donc, une sorte de croisade là-dedans. Bon, alors, est-ce qu'il s'agit simplement, essentiellement, de l'appât du gain? C'est-à-dire qu'on s'empare d'un territoire et de ses richesses. Ou c'est tout à la fois, bien sûr. C'est tout ça à la fois. Alors, sur la notion de croisade, il faut effectivement souligner l'aspect religieux, mais il faut également souligner que la France de l'époque, qui se prévalait d'être l'exportatrice des droits de l'homme, la France pays des droits de l'homme, on connaît bien cette expression, je cite dans mon livre la quasi-totalité des hommes de gauche de l'époque. Alors, c'était la gauche, ce qu'on appelait souvent les socialistes utopiques, les Fourier, les Saint-Simon, des gens comme ça, ou la gauche républicaine, étaient des partisans farouches, au nom justement de l'exportation de la civilisation, des libertés, de la mission civilisatrice du drapeau tricolore. C'est une chose qu'on retrouve sous la plume de Cavaignac, qui était le jeune frère du général. A contrario, ne jamais oublier de saluer au passage les intellectuels qui ont protesté contre les méthodes, pas toujours, rarement contre le principe. Mais je pense à Hugo, qui dit dans ses carnets l'armée faite féroce par l'Algérie. C'est Hugo qui l'écrit. Je pense également à d'autres socialistes qui sur place ont dénoncé encore une fois les méthodes. Mais effectivement, la liste est relativement courte. Oui. Alors les soldats étaient de la chair à canon aussi. Les officiers ne faisaient pas grand cas. Ça c'est pour toutes les guerres. Mais quelle était la condition des colons une fois arrivés en Algérie? Parce qu'il n'y a pas que des militaires. Bien sûr. Si on fait un bilan humain de cette expédition au sens de plusieurs décennies, il est partout dramatique. Il est dramatique pour les populations autochtones, je viens de le dire. Il est dramatique pour les soldats qui étaient considérés comme de la piétaille, qui ont été véritablement envoyés dans des conditions abominables au combat, mais également pour les colons. Je m'inscris en faux dans mon livre sur l'idée du gros colon qui arrive et qui accapare les terres et qui est immédiatement à la tête de plusieurs centaines d'hectares de vignes, par exemple. Ce n'est pas le cas pour la première génération. La première génération, ce sont des pauvres bougres qui sont poussés par la misère et qui sont également, je dirais, trahis par la propagande de guerre qui leur dit allez en Algérie, c'est une terre d'Eldorado, vous allez pouvoir surmonter la misère. Et surmonter la misère, ça veut dire une chose à l'époque, ça veut dire la crainte du drapeau rouge. Ne jamais oublier que le drapeau rouge est hissé sur les barricades des canuts, par exemple, et que la grande peur, nous, Napoléon Bonaparte écrira un pamphlet qui s'appellera l'extinction du paupérisme, traduire pauvreté, l'extinction de la pauvreté par la colonisation. Donc la crainte de la révolution sociale, c'est en toutes lettres sous la plume de Guizot, par exemple. D'accord.
Alors, est-ce qu'il faut passer par la repentance, là, pour cet épisode-là? Alors, moi, je ne suis pas tellement partisan de ce mot repentance. Je suis partisan du regard critique sur le passé et de l'investissement de l'autorité publique de l'État face à la colonisation, d'une façon plus globale. Mais voilà un exemple excellent, par exemple, c'est l'inauguration de la place de l'émir Abdelkader à Paris, derrière la fac de Censier, par le maire de Paris, Guy Delanoë, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, Bertrand Delanoë, qui a fait un discours tout à fait remarquable en disant il faut honorer cet homme qui a été un grand patriote. Associer la notion de patriotisme à la lutte d'un peuple contre le colonialisme français, c'est déjà un grand pas. Et il faudrait effectivement que les autorités étatiques, cette fois-ci, aient le même type de vision sur la globalité de l'histoire coloniale. L'histoire de la colonisation française fait partie de l'histoire de France. Et à partir de ce moment-là, il faut que les autorités politiques françaises, et je pense en particulier au président Macron, eh bien, qu'ils disent ouvertement, publiquement, oui, la colonisation, il l'a dit avant d'être élu, il l'a plus redit depuis, la colonisation a été une page sombre de l'histoire de la société française. Et il faut que, pour la vérité historique, mais également pour le bien-être de la société française d'aujourd'hui, que cette reconnaissance ait lieu. Et pour les rapports franco-algériens d'aujourd'hui, politiques. En particulier. Une dernière chose, est-ce que cet épisode dramatique est raconté dans les livres scolaires? Est-ce qu'on parle du mot extermination, comme on l'a fait là? Alors, pour les livres scolaires d'aujourd'hui, j'ai quitté l'enseignement depuis longtemps et donc je peux pas être... En tout cas, pour l'historiographie, c'est une chose qui est acquise. Mais en tout cas, pour l'idée générale, non, encore aujourd'hui, vous avez parlé du général Bugeaud, enfin, il fut d'ailleurs après maréchal, qui a encore des axes dans certaines villes. Non, ce n'est pas fait. La casquette du père Bugeaud, une chanson, a été chantée jusqu'au XXe siècle par Annie Cordy, par exemple, dans les comptines pour enfants. On apprenait aux enfants que c'était le brave général Bugeaud. Donc, il y a du chemin à faire. On l'a entrepris ici. Oui, exactement. Ce sera le dernier mot, la conclusion. Merci. Merci infiniment. Au revoir.